Bonjour les amis, j'espère que tout le monde se porte bien. Moi ça va, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Loft et j'espère que vous allez passer un agréable moment avec moi. Alors aujourd'hui encore, je vous souhaite la bienvenue et je vous dis un grand merci pour la fidélité sans cesse renouvelée. Alors aujourd'hui, mardi, on a comme toujours un sujet, on en discutera avec vous, mais dans un premier temps, vous le savez, on prend toujours plaisir à découvrir et à s'inviter dans l'univers d'une personne qui veut bien nous recevoir et partager avec nous. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir pour vous un homme qui va nous faire voyager vers l'Asie. Voilà, on a le plaisir d'avoir sur ce plateau aujourd'hui l'ambassadeur Ferdinand Bleka, donc qui m'autorise à lui dire monsieur au lieu d'excellence. Président. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Comment vous allez? Je vais bien, je vais bien. Alors, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Donc, je tiens ce livre dont vous êtes l'auteur, Quand le Japon appelle l'Afrique au développement. Voilà. Alors, quand est-ce que vous avez écrit ce livre-là? Ce livre, j'ai pris 14 ans de recherche. Wow. Parce que ce n'est pas un livre de fiction. Non. C'est un livre de recherche. J'ai pris 14 ans de recherche avec certains chercheurs japonais et aussi à certains chercheurs africains à qui j'ai donné certains sujets. Et nous avons travaillé sur ce livre. Ce n'était pas encore terminé. Nous étions sur les manuscrits. Et puis, en 2013, le gouvernement japonais m'a invité pour dire, bon, le livre n'est pas encore fini, mais nous souhaiterions faire une présentation de ce livre. Donc, lors de la conférence internationale de Tokyo sur le plan de l'Afrique, c'est-à-dire le sommet des chefs d'État africains du Japon de 2013, le gouvernement japonais m'a donné 2 heures pour présenter ce livre-là devant les chefs d'État africains et ceux qui sont invités. Okay. Et donc, c'est définitivement en 2019 que le livre est sorti et encore au sommet des chefs d'État et du gouvernement africain de 2019, ils m'ont encore invité. Ils m'ont dit, bon, comme le livre est sorti, maintenant, ils ont donné encore 2 heures de temps avec les Nations Unies pour présenter ce livre-là à une cérémonie. Et donc, bientôt, nous allons maintenant passer à la dédicace de ce livre-là. Et la traduction s'est faite actuellement en anglais et en japonais, puis en arabe. Et c'est ce que nous attendons pour lancer. Il faut que le maximum de personnes puissent le lire. Oui. Alors, vous êtes originaire de la Côte d'Ivoire. C'est quoi votre histoire avec le Japon? Oui, je suis ivoirien. Je suis ivoirien. J'ai eu cette grâce là, pour ne pas dire cette faveur, de faire des études au Japon. D'accord. J'ai fait d'abord les études de santé publique. Je suis un expert en maladies infectieuses. Okay. J'ai fait les études de santé publique. J'ai fait aussi la diplomatie. Et après cela aussi, j'ai fait des stages de formation organisés par le gouvernement du japonais en faveur des jeunes africains. D'accord. Donc, quand je suis arrivé au Japon, je ne connaissais pas vraiment le pays, mais j'ai été émerveillé par le développement spectaculaire du pays. Et quelque chose m'a un peu choqué, parce que quand j'ai vu le Japon, comme je l'ai dit dans le livre, j'avais donné la bourse d'études à un jeune ivoirien que j'ai envoyé au Japon et en Chine. La première année, il a fait la Chine. Et puis, il était en Chine, il m'a appelé. Il dit, Président Bleka, il dit oui. Il dit merci, que moi je suis croyant, je sais que le paradis existe. Mais là où m'a voyé à Shanghai, là, c'est vraiment, je suis arrivé au paradis sur la terre. Et l'année qui a suivi, je l'ai aidé à aller au Japon. Puis arrivé là-bas, il m'a appelé au téléphone. Il dit, ah bon? J'étais au paradis, maintenant je suis venu là où Dieu existe, où Dieu vit. Donc, le développement du Japon m'a émerveillé. Ça dit que ce qui m'a émerveillé, c'est même pas parce que c'est pas le développement, mais c'est les conditions dans lesquelles le Japon est la deuxième puissance économique mondiale. C'est ça qui l'histoire. L'histoire, c'est l'histoire et le vécu. Parce que je viens dans un pays qui a la même superficie que mon pays. Le Japon a 388 000 km², 388 000 km². La Côte d'Ivoire, mon pays, en a 222 000 km². Mais il y a 120 millions d'habitants pour le Japon.
Mais de ces 388 000 km², vous avez que 60% des superficies habitables. Donc, comme si on prend 120 millions de personnes qu'on dépose sur les 3 quarts de la Côte d'Ivoire. Mais là encore, on peut comprendre. Il n'y a qu'un tiers de cette superficie-là qui est cultivable. Et c'est ces pays-là qui donnent du riz au gouvernement africain pour dire allez-y vendre pour payer vos fonctionnaires. J'ai dit attends, c'est quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Ils n'ont pas de café, ils n'ont pas de cacao, ils n'ont pas de fer, ils n'ont pas de diamants, il n'y a rien, il n'y a pas d'or, ils n'ont pas de minéraux. Mais comment ils ont fait? Ils n'ont rien. Et puis nous qui avons tout, on dort pauvre sur une terre riche et les gens dorment riches sur une terre pauvre. Et c'est ça qui a attiré mon attention. D'accord. Oui. Et c'est pour ça que j'ai engagé des recherches. Je dois comprendre. Pourquoi? En tout cas, la profondeur du développement japonais. Parce que pour moi, c'est un mystère. Puisque quand on parle de développement, on dit, bon, parce que le pays a des son sous-sol est riche, c'est exploité, et c'est ça. Mais ils n'ont rien à exploiter. Et c'est eux qui font des prêts aux nations, jusqu'à ce que même le Japon arrive à payer les salaires aux Nations Unies, que ce soit même à l'Union africaine, soutenir CEDEAO. Et tout récemment, on est en train de soutenir, lui et moi, avec le projet, le corridor de l'agneau, le projet cacao. Mais tout récemment, 800 millions de dollars que le Japon vient d'octroyer à lui et moi pour le financement des pays membres de lui et moi. Bon, un pays qui nourrit un continent, attends, ça m'a troublé un peu. Oui. Et c'est pour ça que j'ai engagé la recherche, pour comprendre le mystère. Donc vous avez mis tous ces 14 ans oui, pour faire la recherche. Ans. Oui, parce que c'est pas facile. Oui. Pour déceler un peu le mystère du développement du Japon. Qu'est-ce que au-delà de ces développements fulgurants, parce que souvent quand on entend parler du Japon, la culture japonaise revient également. Oui. Est-ce que ça joue un rôle? Ça a joué beaucoup un rôle. La culture japonaise, et c'est ce que j'ai découvert surtout, parce que les découvertes que j'ai faites au Japon ne m'ont pas enseigné. Puisque d'après mes recherches, ce qu'on nous enseigne dans les écoles, les gens nous enseignent une connaissance, mais ils ne vont jamais nous enseigner leur connaissance. Jamais. Ils vont nous enseigner une connaissance pour avoir les diplômes. Une connaissance générale, mais pas leur connaissance, jamais. D'accord. C'est-à-dire comment ils ont fait pour se développer, ils ne vont jamais m'enseigner. Okay. Ils peuvent me donner des enseignements pour faire mon doctorat, mon PhD, et puis je vais revenir heureux chez moi parce que j'ai un diplôme. Grand diplôme. Mais ce n'est pas leur connaissance, c'est une connaissance. Okay. Et donc, c'est pour cela que je suis allé pour chercher à découvrir les connaissances qu'ils ne vont jamais enseigner à quelqu'un. Et effectivement, comme vous le dites, cette connaissance-là, j'ai découvert une partie dans leur culture. D'accord. Et leur culture a joué un rôle très important dans le développement des nations. Je prends même, et vous savez, c'est vrai, tous les pays du monde sont dirigés par le politique. Mais la culture japonaise est ancrée même dans la culture politique du pays. Je vous donne un exemple. Ils ont une culture de partage et d'équité. Mais ce que j'ai remarqué, par exemple, au Burkina Faso, nous sommes en campagne présidentielle. Ok, ça. Mais ça tombe bien. Par exemple, pendant les campagnes électorales au Japon, la commission qui est en charge d'organiser des élections, c'est elle qui définit les lieux d'emplacement des encas pour les candidats. C'est elle qui définit, ce n'est pas le candidat. Okay. Ensuite, c'est elle qui impose le nombre et les dimensions des affiches. D'accord. Chaque candidat a le même nombre d'affiches. Ça, ce n'est rien. En plus, quand elle décide le lieu d'emplacement, c'est elle qui va afficher. C'est elle-même qui affiche. Par exemple, si c'est 3 affiches dans un lieu par candidat, c'est ce qu'il fait. Si toi, le candidat, tu as de l'argent, et puis un bon matin, tu viens faire un encas géant, le soir, on annonce que ta candidature a été retirée parce que tu n'as pas respecté les normes. OK. Voici en fait une part de leur culture à laquelle tout le monde a adhéré. Donc, le plus pauvre du Japon, qui a une intelligence et qui n'a pas de moyens, peut être candidat, puis gagner les élections et développer le pays. Donc, les campagnes ne sont pas basées parce que la personne a de l'argent pour faire la promotion, ou bien la personne sort d'une grande région dont la population va le soutenir. Non. Et ils soutiennent les normes.
et non pas les individus. Et ça, c'est ce que j'ai remarqué dans ces livres. Et pourtant, quand je faisais la recherche de ces livres, j'ai invité des journalistes africains, hein. Même l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, je leur ai donné des bourses de voyage pour aller couvrir l'élection au Japon. Et même j'étais abattu quand ils sont venus pour faire le rapport. Ils disaient, ah bon, ils pensaient avoir des personnes dans les meetings. Les meetings, quand vous trouvez beaucoup de personnes, s'ils sont trop, peut-être c'est 60. Okay. Oui, mais ça ne dit rien aux Japonais. Okay. Celui qui va venir sur lui, ça ne dit rien. Parce que ce n'est pas le politique qui fait la vie au Japon. Le politique n'est pas superstar. Okay. Oui. Là où, par exemple, où passe l'un des patrons de Toyota, il a applaudi, mais le ministre même, il préfère passer ailleurs. Ok. Oui. D'accord. Parce que la culture, c'est cette culture japonaise-là que j'ai découvert au niveau politique et ça a attiré mon attention également. Ok. Mais vous ne vous êtes pas contenté de faire de la recherche, d'écrire un livre. Vous êtes également, vous l'avez dit, hein, vous avez octroyé aidé des jeunes ivoiriens à avoir des bourses pour aller étudier. Vous avez également été à la tête de la fondation d'un certain nombre d'organisations pour justement faire le pont entre l'Asie et l'Afrique. Pourquoi ce besoin-là? Oui. En fait, quand j'ai découvert le Japon, j'ai vu que j'ai découvert l'autre Japon, même que les Japonais eux-mêmes ignoraient. Okay. Comme me disait un jeune ambassadeur japonais qui me dit, mais il y a des choses du Japon que moi-même qui suis ambassadeur, là, je ne connais pas, que toi tu connais. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai eu en tout cas le plaisir de rencontrer en son temps Madame le ministre des Affaires étrangères du Japon pour lui dire que vous avez une forte coopération, vous pouvez influencer positivement au développement de l'Afrique, à la lutte contre la pauvreté, contre le chômage, le sous-emploi, etc. Mais tel que ça se passe sur le terrain, ce n'est pas bon. Et c'est là que j'ai proposé la création de l'Organisation internationale Afrique-Japan, qui a des accords de siège avec le gouvernement ivoirien pour les pays francophones et avec le gouvernement fédéral du Nigeria pour les pays anglophones et qui est aujourd'hui implanté dans 25 pays en Afrique et dans 8 pays en Asie, qu'on a ajouté le département Afrique-Asie. Donc c'est dans ces cadres-là que nous accordons les bourses d'études aux jeunes Africains de Tanzanie, de Côte d'Ivoire, etc. Et c'est dans ce cadre-là aussi que nous faisons découvrir le Japon aux acteurs politiques et aux acteurs du développement africain. Tout récemment, pour la première fois, il y a des paysans qui j'ai fait voyager, qui sont allés au Japon, pour aller juste découvrir comment les autres paysans japonais travaillent. Méthode de travail. Oui, okay. Donc, et même pour le sommet des chefs d'État africains, j'ai mis même au programme un paysan. D'accord. Un paysan, un agriculteur, pour faire un discours pendant 10 minutes. Et normalement, c'est prévu en 2021. Donc, ce qui vient de se passer en 2019. En 2019. Okay. En 2019. Donc, c'est dans ce cadre-là, c'est dans le cadre de cette institution que tous ces programmes sont développés. Mais regardez, quand les paysans sont allés au Japon, il y a un vieux là, et puis là, il est venu dans ma chambre et puis il pleure. Il dit, mon fils, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, il y a tout ça là, ça existe, c'est pas on souffre comme ça en Afrique. Pourquoi? Parce que c'est les banques des paysans, les banques des paysans, Japan Agriculture Bank, les banques des agriculteurs paysans, pas de l'État, qui donnent de l'argent aux institutions internationales pour prêter en Afrique. Banque des paysans. Et puis pas des paysans de café cacao, ça c'est à un autre niveau, qui font des légumes, le riz, le maïs. Et c'est cette banque-là, les propres banques, qui donnent des prêts aux institutions internationales qui viennent donner prêts en Afrique. Et il est là, et puis il voit les mêmes paysans que lui, qui n'ont pas d'institutions comme lui. Et c'est à eux que la Banque mondiale vient faire le point des prêts qu'elle reçoit pour donner aux autres pays africains. Et puis le vieux là, et puis pleure. Voilà, c'est un mystère encore que nous avons découvert. Wow. Là. Eh bien, c'est impressionnant ce qui a été fait, et le livre, et vos activités. Et du coup, il y en a certainement qui se disent, mais comment justement pouvoir profiter de toute cette connaissance que vous avez acquise et qui se trouve dans le livre? Je parle spécifiquement du monde un peu agricole, les paysans, souvent qui peuvent dire, oui, mais nous, on ne sait pas lire, on ne saura pas déchiffrer ce qu'il y a dans le livre. Comment on fait? Donc, en fait, avec les paysans, j'ai un programme où chaque 2 ans, j'envoie les paysans au Japon. D'accord. L'année dernière, j'ai envoyé les paysans qui font les palmiers à huile,
qui font le riz et qui font le maïs. D'accord. L'année prochaine, j'ai discuté avec certaines personnalités ici. On m'a dit que vous produisez beaucoup le mil, ça on appelle le sorgho, Oui, le sorgho. etc. Donc, j'ai mis cela dans le programme pour que ces paysans-là aillent au Japon. Parce que quand ils vont, nous mettons à leur disposition des interprètes. Ok, pour Par exemple, comprendre. si les paysans qui viennent, qui ne parlent pas le français, on prend un interprète dans leur milieu qui parle le français et on le prend en charge. D'accord. Et c'est lui qui va avec eux et qui interprète dans la langue. Donc, on n'a pas besoin de savoir lire et écrire pour aller comprendre ce qui se passe là-bas. Ok. Donc, voilà le programme. Ah, que nous c'est mettons en très place bien pour les ça. paysans. Et pour les étudiants, comment ça se passe? Oui, les étudiants, il y a des bourses qui sont données chaque année Oui. à travers les ambassades japonaises. Ok. Mais ça, ce n'est pas suffisant. Ah, c'est Généralement, c'est une bourse, 2 bourses. Mais nous avons nous représentons, moi je représente par exemple l'université de Tokyo Tamagawa, qui est l'une des plus grandes universités du Japon, Ok. et où nous donnons des bourses chaque année. Mais les gens vont sur notre site, sur le site de notre institution, Ok. et puis là, ils postulent, ou bien tout simplement, ils écrivent à nos bureaux pour dire, bon, moi j'ai eu le bac, par exemple, je vais faire la technologie, mais je vais faire la pharmacie, je vais faire, etc. Et puis, bon, nous, on étudie le dossier et les universités partenaires avec nous, nous leur attribuons des bourses pour aller étudier au Japon. Pas seulement au Japon, nous avons 8 pays en Asie, Ok. au Japon, en Indonésie, en Chine, en Malaisie, en Singapour, etc. Dans tous ces pays-là. Oui, dans ces 8 D'accord. pays. Donc maintenant, pour ceux qui sont dans le monde des affaires, et parce qu'on sait quand même que d'un point de vue des affaires, il y a quand même pas mal d'échanges entre l'Afrique et l'Asie. Donc je ne sais pas ce qui se passe avec le Japon, mais je sais que souvent avec la Chine, il y a pas mal d'échanges. Il y a les commerçants qui partent prendre de la marchandise en Chine, qui partent sur place se fournir et qui reviennent. Est-ce que ça, eux aussi, ils sont pris en compte dans vos activités? Oui, effectivement, depuis un moment, nous avons amené le gouvernement japonais à renforcer les capacités des entreprises japonaises parce que les entreprises japonaises n'aiment pas sortir. Ok, Ce n'est pas des gens battants. Je leur ai dit ça tout récemment. Ils ne se battent pas comme les Chinois. d'accord. Le Chinois, lui, il vient, c'est gagner, gagner. Excusez-moi de parler terre à terre, c'est gagner, gagner, perdu, perdu. Si c'est perdu, lui, il s'en fout, il est parti. Mais le Japonais, quand il vient, il ne veut pas échouer. Donc, il prend toutes les précautions. C'est pour ça, au niveau du Japon, nous avons créé ce qu'on appelle la Chambre africaine, la Chambre de commerce africaine du Japon. D'accord. Donc, je suis l'un des membres fondateurs et c'est dans le cadre là que nous mettons ensemble les entreprises japonaises et les entreprises africaines, soit ce soit des joint ventures qu'ils font, soit vous pouvez par exemple, nous sommes au Burkina Faso ici, une dame qui veut représenter un produit cosmétique japonaise, c'est dans ce cadre-là. On l'aide à avoir les accords pour représenter souvent même en exclusivité des produits japonais. Donc c'est pour cela que nous avons fait créer la Chambre de commerce africaine du Japon. Et D'accord. ça se passe bien. Ok. Ah, ça fait quand même pas mal d'activités. Oui, oui. On a l'impression que vous avez pensé à tout. Mais quand on dit développement, on pense aussi souvent aux actions sociales sur le terrain de développement. Est-ce que c'est un volet qui est pris en compte? Moi, je fais partie des gens je suis contre les actions humanitaires. D'accord. Et devant le gouvernement japonais, je me suis opposé à Ok. cette forme d'aide. Elle n'est pas bonne. Ok. C'est-à-dire, cette forme d'aide-là met l'Afrique dans la servitude. La forme d'aide que moi j'assiste et où je pousse les pays africains, excusez-moi du terme, par exemple, il y a une catastrophe au Burkina Faso. Et les populations sont prises en otage par cette catastrophe. On vient avec l'aide humanitaire D'accord. pour aider ces populations à les faire sortir de la catastrophe et en tout cas à les soutenir, à supporter la catastrophe. Ça s'arrête là. Apprendre à pêcher et non pas donner du poisson. Voilà, donc on ne peut pas faire vivre une nation comme les pays africains à vivre des dons. Ça, c'est la mendicité. La mendicité ne peut pas vivre des dons. C'est pour ça, moi, je suis contre tout ce qui est aide humanitaire en Afrique. Moi, souvent, quand le Japon donne du riz aux pays africains, il dit vendez pour financer vos routes. Il y a certains pays, il leur dit de refuser. Parce que ce n'est pas la bonne forme. La bonne forme, vous avez un projet de développement. Qu'est-ce que le Japon apporte? Qu'est-ce que vous apportez? Par exemple, ce que nous sommes en train de faire en Côte d'Ivoire. Les paysans que nous avons envoyés, ils ont dit que nous avons de la terre. Ils ont donné des centaines d'hectares au Japon. Le Japon dit, bon, nous avons les entrants, nous avons les moyens. On vient planter avec vous, mais c'est nous qui avons le marché. Vous nous vendez l'exclusivité, vous exportez ça et nous on achète
et puis nous, on voit ça chez nous. Voici D'accord. ces genres de coopération que nous appuyons. Mais la coopération des mendicités, j'ai demandé à tous les chefs d'État africains qui viennent à la TICAD, je demande à leur service d'enlever le mot augmenter notre aide publique au développement. C'est une mendicité. Oui. Non, c'est pas bon. Et souvent, quand ils le font, quand on se retrouve entre nous, les gens commencent à rire. Ces gens-là sont venus mendier. Et puis ils rient. Mais devant eux, ils disent rien, ils soulèvent les verres de champagne. Mais nous sommes dans le secret de Dieu, on sait. Donc, enfin, la fierté de l'Africain est touchée. Oui. Mais est-ce que vous avez le sentiment d'être entendu par vos pairs africains? Si, il y en a qui m'entendent. D'accord. Les présidents comme Paul Kagame nous entendent et il fait encore plus. Tout récemment, j'étais invité par le président du Botswana. OK. On a mis en place, parce que j'ai créé, ce que je le dis, j'ai créé aussi des théories de développement qui sont expérimentées dans plusieurs pays. Les pays comme le Botswana nous ont entendus. Et paix à son âme, le président Pierre Nkurunziza du Burundi nous a donné un prix à un sommet. Je lui ai donné ces prix-là. Ils nous ont entendus. Ou par exemple, je prends l'exemple du Burundi, où il y a la population qu'on appelle les Pygmées, Oui. qui sont dans une situation de pauvreté extrême. Mais ils ne savent pas qu'ils sont pauvres. Parce que les gens qui sont des pays qui sont nés n'ont jamais porté chaussures. Donc pour eux, chaussures n'existent pas. C'est ça. Mais le travail qu'on a fait par rapport à la méthodologie que j'ai mis en place, ça leur a permis d'abord à se rendre compte qu'ils sont pauvres. Et quand ils se sont rendus compte qu'ils sont pauvres, aujourd'hui, ça nous a amené à les utiliser eux-mêmes et à construire des villages où le chef de l'État lui-même a affecté des instituteurs, il a affecté des infirmiers, etc. Et même, comme c'est un peuple marginalisé, parce que c'est des gens qui ne pouvaient pas dormir dans les maisons, ils dorment dans les huttes, on a même amené le président à prendre un décret et à nommer 2 Pygmées à l'Assemblée nationale comme députés, une femme et un homme, qui sont là aujourd'hui et qui sont les porte-parole de la Pygmée. Quand on vous dit que cette population-là dormait dans les huttes et qu'aujourd'hui vous arrivez là-bas, mais vous êtes dépassé de ces résultats. Donc les recherches que j'ai faites, qui sont dans le livre, ce n'est pas de la narration. C'est-à-dire j'ai créé ce qu'on appelle la méthode Bleka de développement, qui sont les méthodes scientifiques que nous mettons à la disposition des États pour pouvoir vraiment les utiliser et assurer le développement sur le terrain. Et le Burundi a utilisé cette méthode-là. C'est ça qui a valu le prix que le président Pierre Nkurunziza avait reçu au sommet des chefs d'État et du gouvernement japonais et africain en 2013 à Yokohama. C'est très intéressant tout cela. C'est vrai que j'ai beaucoup de questions, mais on ne pourra pas tout épuiser aujourd'hui. Donc déjà, le livre, il sera bientôt dédicacé. Est-ce qu'il y a déjà un programme de dédicace de ce livre-là? Oui, on avait un programme de dédicace de ce livre, malheureusement qui a été mélangé par le Covid. J'avais invité Dr Tedros Adhanom, le DG de l'OMS, qui devrait venir à Abidjan pour la dédicace de ce livre. Et donc, on attend, parce qu'actuellement au Japon même, si moi je retourne naturellement à Tokyo, j'ai 21 jours de confinement avant de rentrer où je dois dormir. Donc, on a mis ça en stand-by. Mais néanmoins, certains programmes qui sont dans le livre, c'est ce que nous partons développer au mois de novembre avec le DG de l'OMS à Genève, dans le cadre de la santé et de la lutte contre le Covid. Surtout qu'on a vraiment besoin de sortir de ces trucs-là oui, maintenant. en tout cas. D'accord. Et pour ceux qui sont au Burkina et qui ont besoin de ce livre-là, comment ils font? Bon, la question m'est venue, mais je suis venu avec un jeune frère. D'accord. Et donc, en venant, il est venu avec un stock. Okay. Je crois qu'on va laisser. On va laisser. D'accord. Pour que les gens puissent avoir accès à ce livre-là. Mais également, je crois qu'on pourra aussi avoir une librairie, une librairie qui peut nous représenter, où vraiment nos services peuvent livrer le nombre que cette librairie demande. Le livre, ce n'est pas seulement en livre, mais c'est aussi en vidéo. Donc, le livre est accompagné de vidéos. Pour bien comprendre et pouvoir se l'approprier. Parce que c'est vrai que ce n'est pas un roman qu'il faut prendre pour aller décorer. C'est un livre qu'il faut lire et mettre en application pour faire bouger les choses. C'est ça. D'accord. Donc, pour tous ceux qui nous ont regardés, peut-être qui sont dans l'agriculture, qui sont dans le milieu de l'enseignement, de la formation, et qui se disent, tiens, je ne savais pas qu'il y avait des opportunités avec le Japon. J'aimerais bien en profiter, ou j'aimerais bien apprendre aux côtés de ce peuple-là, ou j'aimerais bien faire un échange de compétences et de connaissances. Comment ils font? Bon, il suffit que les gens aillent sur notre site,
D'accord. www.africajapan-africasia.org. D'accord. Et puis, ils ont toutes les informations. Mais également, nous avons des services qui sont disponibles avec les emails, info@africajapan.org. Dès que les emails sont reçus, nos gens directement les répondent. Mais nous sommes aussi représentés en plusieurs pays. C'est ici au Burkina Faso où on n'est pas encore représenté. J'espère qu'à partir de cet instant, ça sera le passé. Le jour où on va ouvrir le bureau du Burkina, on peut vous donner un petit bureau à BF1 là, tout de suite, avec la permission du DG. Là, avec la permission du DG. On vous trouve un petit bureau à BF1 en attendant. Il le faut. Donc, pour nous joindre, c'est très facile. Les emails fonctionnent 24 heures sur 24. D'accord. Nous avons du personnel en place vraiment qui y travaille. Donc, info@afrijapan.org. C'est le email. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec vous. C'est dommage qu'on doit vous libérer maintenant, mais on espère que vous allez revenir pour qu'on puisse, pourquoi pas, prendre point par point certains éléments et aspects abordés dans le livre pour en parler, parce qu'on a besoin d'en savoir un peu plus. En tout cas, merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Merci. On souhaite vraiment beaucoup de courage et bon vent. Merci. Et je ne sais pas comment on le dit, bon vent et bonne chance en japonais. Est-ce que vous savez? Je n'ai pas compris. Comment on dit bonne chance en japonais? Non, je ne connais pas ça. D'accord. Okay. Sinon, ce serait essayer... Sinon, je comprends le japonais. Je parle un peu le japonais. Ok. Voilà. D'accord. En tout cas, beaucoup de courage et bon vent. Merci. Et j'espère que le livre-là, il va s'inviter là où il doit être. Merci. Et qu'il sera utilisé comme il doit être utilisé. Merci. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, c'était notre invité du jour, l'ambassadeur Ferdinand Bleka, qui a partagé avec nous un fait partie de ses connaissances qui, en principe, si on l'utilise convenablement, devrait nous être fort utile. Le livre a pour titre « Quand le Japon appelle l'Afrique au développement ». Donc, bientôt, si vous les contactez sur leurs différentes plateformes, vous pouvez, si vous êtes intéressé, pouvoir vous offrir ce livre dans la limite du stock qui est arrivé à Ouaga. Sinon, pour le reste, il faudra voir sur place. On fait une petite pause et on revient pour la suite du Loft. Sera le meilleur jeune entrepreneur du Burkina Faso. Chers téléspectateurs, voici venue la finale de la première édition de Pépites d'entreprise. 100 candidats au départ. Ils ne sont plus que 4 en finale. Votez pour Sanfo Menuiserie Bois et Métallique qui allie les matériaux cités à la perfection en envoyant PE1 au 3167. Choisissez d'écologique avec la recyclerie générale en envoyant PE2 au 3167. Votez pour Mister Écolo avec ses emballages biodégradables en envoyant PE3 au 3167. Ou choisissez Faso-Mousso avec ses épices nutritives et thérapeutiques en envoyant PE4 au 3167. Chers téléspectateurs, rendez-vous bientôt pour savoir qui sera la pépite d'or, qui remportera le premier prix d'une valeur de 15 millions de francs CFA. Pépite d'entreprise, sous le parrainage de M. Idrissa Nassa, PDG du groupe Coris. Merci de nous prendre en marche, vous qui venez de nous rejoindre. Vous regardez le Loft et c'est un plaisir pour moi de vous savoir plus nombreux qu'au départ pour la suite. Alors aujourd'hui, je le disais, on a un sujet, on en parle. Mais avant, on installe ceux qui viennent de me rejoindre sur ce plateau. Il a un sourire large comme ça, mais il ne sait pas que ça va commencer par lui. Les dames d'abord. Les dames d'abord, c'est comme ça que ça se passe sur ce plateau. Et je sais que quand on dit les dames d'abord, toi, ça ne pose aucun problème. Donc, tu as juste à côté de toi, je ne sais pas pourquoi je te parle puisque je ne t'ai pas encore présenté. Donc, juste en face de moi, nous avons la chance vraiment d'avoir sur ce plateau la coach Awa Minungu. Elle est psy de formation, coach en psychologie positive certifiée depuis 2 ans. C'est bien cela? Oui. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Comment ça va? Ça va super bien. Ça fait plaisir de vous avoir ici. Le plaisir est partagé. Et juste à côté, maintenant le sourire pourra parler. Alex. Stéphanie, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va très bien. Merci. Je dis merci à Aou Collection, une très jeune créatrice, très talentueuse, qui m'a offert ça pour la vue de nos très chers téléspectateurs. Je suis là. Je suis là. Il n'y a pas de problème. Je lui transmettrai le message. Ça marche. Alors aujourd'hui, en fait,
on a eu envie d'aborder une question. C'est vrai que j'avais souhaité le faire peut-être en début d'année scolaire, mais on est toujours dedans de toutes les On est façons. toujours dedans. Donc, on va en parler aujourd'hui. C'est une question qui peut peut-être sembler banale pour certains, qui peut s'avérer grave pour les victimes, qui peut avoir des conséquences désastreuses dans la vie de certains. Il est question du harcèlement. Quand on dit harcèlement, ici, on a vite fait d'associer peut-être harcèlement sexuel, harcèlement des femmes. Mais là, on s'invite vraiment à l'école. Le harcèlement en milieu scolaire. Qu'est-ce que c'est? De quoi ça peut avoir l'air? Quelle forme ça peut prendre? Comment ça peut se répercuter dans la vie et le fonctionnement de ceux qui en sont victimes? Comment et pourquoi il y a des harceleurs? Parce que oui, parce que quand il y a harcèlement, il y a un harceleur et un harcelé. Donc comment ça se passe? Comment ça se dessine? Comment ça se crée? Et comment ça se gère derrière? Voilà pourquoi on a la chance d'avoir une psy sur notre plateau. Donc, Alex, toi, quand on dit harcèlement au milieu scolaire, est-ce que ça te parle? Au premier degré, je dirais Stéphanie au premier degré, parce que je pense que durant très longtemps, j'ai été victime d'harcèlement en milieu scolaire. Ah oui? Ouais, je sais Ça très ressemblait bien. à quoi? Ça ressemblait j'aurais dit de l'harcèlement, mais genre, ça parle dans ton dos, ça te critique, tu te sens mal à l'aise, tu te sens mis à l'écart, tu te sens un peu différent du reste de la Terre, en fait. D'accord. Mais donc, c'est-à-dire que tu ne l'as jamais reçu en face ou pas? Non, tu le ressens en face. Toi, tu l'as reçu en Non, face? tu le ressens en plein Des, fouet. des commentaires Des directement. commentaires directement où on t'insulte, on te dénigre. Voilà quoi. Et puis, on dit que c'est de manière innocente. C'est complètement fausse. C'est pas innocent. Les gens savent ce qu'ils font. Souvent, c'est... Ils arrivent. Il y a certaines personnes, leur objectif, c'est de te briser. Oui. Ouais. Mais ça a toujours été verbal ou est-ce que c'est arrivé à harcèlement physique? Harcèlement physique, je dirais 2-3 fois. Me concernant, 2-3 fois. Mais c'est plus verbal. Plus verbal. Plus verbal, exactement. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans le harcèlement? Beaucoup de choses. D'accord. Ouais. Des paroles, Oui. des attouchements, OK. plein de choses OK. qui ont des conséquences catastrophiques sur la vie de l'être humain et surtout sur la vie de l'enfant. Oui, on imagine quand même. On a l'habitude de dire les enfants sont cruels entre eux. Ouais. Moi, j'ai envie de savoir d'où vient cette cruauté. C'est censé être des êtres innocents. Souvent. C'est l'environnement. OK. Des fois, l'enfant reproduit le comportement qu'il a à la maison ou qu'il a autour de lui. D'accord. Mais ça veut dire que, par exemple, vous intervenez sur des enfants dès l'âge de 6 ans, c'est ça? Oui. Donc, à 6 ans, normalement, un enfant n'a pas une motivation malsaine. Ou est-ce que ça existe? Forcément. Surtout avec, présentement, les nouvelles technologies. D'accord. Les enfants sont face aux écrans. Ils voient certains comportements qu'ils reproduisent consciemment ou inconsciemment. OK. Donc, dire qu'un enfant est innocent, c'est trop dit. C'est relatif. C'est très relatif. C'est très relatif même. On va voyager dans votre enfance. OK. Quand vous étiez à l'école, est-ce que vous avez été victime de harcèlement? Personnellement, non. Mais j'ai été témoin et j'en ai souffert, puisque j'ai été traumatisée par cela. De quoi ça avait l'air? Ça a été même des attouchements physiques. D'une de mes camarades, une avec qui, bon, on se suivait pour aller à l'école. OK. Et un jour, il y a un des maîtres qui l'a enfermé dans une classe. Et comme on se suivait, moi, j'étais arrêtée à la porte à attendre. OK. Elle n'a pas dit mot, mais j'ai compris. Et j'en ai souffert. Peut-être que j'ai souffert plus qu'elle. Oui. C'était à l'école primaire ou à l'école primaire, en classe de CM1. Waouh. Franchement, ça peut prendre plusieurs formes. Hein. Ah ouais. Exactement. Ouais. Et moi, je peux dire que c'est ce qui m'a amené à faire de la psychologie. OK. Parce que j'ai toujours voulu comprendre le comportement de l'être humain. Qu'est-ce qui peut amener un homme à avoir un tel comportement? C'est ça. Cette curiosité m'a toujours, entre griffes, harcelée.
Mais est-ce qu'on trouve cette réponse-là? Oui, oui, on trouve. Parce que c'est vrai qu'en milieu scolaire, il y a plusieurs formes. Il y a entre les élèves, Oui, il y a élèves enseignants, il y a élèves administration, il y a même sur le chemin de l'école, oui. avec des discours de part et d'autre autour. Et il y a même les répétiteurs. Oui, les répétiteurs à la maison. Ouais. Mais en fait, ce qui est souvent impressionnant, c'est que vous intervenez à partir de 6 ans. Dans une classe de maternelle, ils ont 2-3 ans, on voit les personnalités, et il y a un qui déjà s'amuse à taper sur tout le monde. Ouais. Lui, enfin, qui l'a influencé? La télé, les À parents. 2-3 ans déjà? Oui, à 2-3 ans, si l'enfant assiste à des scènes de violence, où il voit papa qui tape maman, ou le contraire, ou peut-être entre frères, des fois, il le reproduit, consciemment ou inconsciemment, comme je l'ai dit plus haut. D'accord. Ou des fois, peut-être c'est lui-même qui est victime de ça. Et étant victime, il a tendance à reproduire ça à l'école, auprès de ses camarades. En fait, c'est pas anodin. Ce n'est pas du tout Parce que moi, je me anodin. suis demandé, mais qu'est-ce qui peut expliquer qu'un enfant en arrive à vouloir pourrir l'existence d'un autre gamin? Quand un enfant naît, il naît naturellement bon. D'accord. Mais la société, l'environnement dans lequel il baigne, le transforme, qu'il le veuille ou pas. Donc, si moi je comprends bien, en fait, un enfant peut se mettre à limite agresser ses camarades sous forme de SOS. Oui, parce qu'il veut attirer l'attention sur lui. D'accord. Il veut montrer sa détresse psychique. Peut-être si on fouille dans la vie de cet enfant, peut-être à la maison, il est soit lui-même agressé, soit lui-même victime de violence, ou il est témoin de violence. D'accord. Et pire, peut-être qu'il assiste, il suit des films de violence et il va reproduire le comportement, Ouais. qu'il aime ou qu'il est. Ce qui est sûr, il le montre. Il le montre. Donc, c'est-à-dire qu'il faut s'intéresser à lui Ouais. pour comprendre pourquoi, d'où ça vient. Oui. Est-ce qu'il en est victime? Est-ce qu'il en est témoin? Est-ce qu'il... Voilà, donc de quoi ça a l'air quand ils sont tout petits. Mais quand on commence à grandir, on se dit par exemple à partir de 8, 9, 10 ans, on sait faire la part des choses. En principe, en ce moment, quand tu traites ta camarade de classe de grosse et qu'elle pleure et que demain tu recommences, Tu recommences. tu sais que ça lui fait mal. Mais pourquoi tu continues? Généralement, c'est des enfants qui ont une faible estime d'eux-mêmes. Ah, Donc, ils ont tendance à vouloir masquer ce complexe d'infériorité en essayant de dominer l'autre de façon verbale ou physique. ok. Donc, ce qui fait que quand vous voyez un enfant qui a un tel comportement, étudiez-le bien. Intéressez-vous à sa famille, intéressez-vous à qui il est, à ce qu'on dit de lui. Donc, des fois, en étant victime, quand on a en face de soi une personne qu'on estime faible, on a tendance à ce qu'on ressent, de quoi on en souffre, on a tendance à mettre ça maintenant sur l'autre. Ok, genre comme un défouloir en fait. Oh oui. On a oui. l'impression que c'est lui qui est le plus fort, mais Et en en fait, réalité, c'est le plus faible. est-ce que tu changes ta position par rapport à ce que tu as vécu? C'est très difficile de changer de position. C'est très, très, très difficile. Quand tu étais la victime, tu as du mal à justifier le comportement. en face. Exactement, exactement. C'est très difficile parce que tu n'as rien demandé. Tu n'as pas demandé à être brutalisé, à être la victime, à être harcelé. Tu demandes juste à vivre tranquillement, en fait. Et comme tu l'as dit si bien, ça prend plusieurs formes. Et moi, j'ai subi des types d'harcèlement que plein d'autres personnes n'ont pas subi. Il y a plein d'autres types d'harcèlement que les autres ont subi, que moi, je n'ai pas subi. En fonction de ça, je dirais que les conséquences, Ça varie. ça varie. Honnêtement, je connais des gens qui ont arrêté l'école complètement. Du fait. Du fait d'harcèlement et ça, j'en connais pas, mais souvent quand tu regardes les documentaires ou tu tapes sur Google les informations, le taux de suicide par rapport
aux harcèlements en milieu scolaire, chaque année monte de plus en plus. C'est en train de monter de plus en plus chaque année. Mais on a souvent l'impression, c'est vrai que ce que tu dis est très important. Et d'ailleurs, sous d'autres cieux, il y a la journée non au harcèlement en milieu scolaire, c'est le 5 novembre. C'est dans 3 jours, non? Voilà, dans 2 jours. Dans 2 jours. Le 5 novembre. Donc, c'est dire que de plus en plus, ailleurs, on se rend compte que c'est un problème qui est là, qui existe. Mais est-ce qu'ici, on se rend compte? C'est du genre, tu n'as pas été le premier qu'on a brutalisé. Quand tu discutes avec tes parents, chacun sortira son témoignage et te dira. À l'époque, moi, j'étais obligée de me cacher pour que tout le monde passe avant d'eux. J'étais obligée d'accompagner le maître pour être sûre que je suis en sécurité. Et il y en a qui ont fait leur scolarité comme ça et ils te diront, oui, mais ça ne m'a pas tué, ça fait partie de l'école. Ça fait partie de l'école de la vie. Il te faut tout ça pour te forger un caractère. Mais ce que les gens oublient, c'est qu'on n'a pas les mêmes personnalités. Exactement. Toi, tu peux traverser ça et aller finir tes études. Et l'autre, dès qu'il a ça, il arrête. C'est vrai. Il arrête. Et généralement, les victimes, elles n'en parlent pas. Elles n'en parlent pas par peur d'être jugées ou par peur de ne pas être, qu'on ne les croit pas du moins. C'est ça. Donc, elles préfèrent se renfermer sur elles-mêmes. Et ça a différentes conséquences. L'enfant peut ne plus vouloir aller à l'école. L'enfant peut ne plus vouloir suivre tel ou tel cours. C'est ça. L'enfant peut ne plus vouloir s'habiller de telle ou de telle façon. Et En parlant de l'habillement, pardon de vous couper, ça s'est arrivé à quelqu'un que je connais. En fait, ça n'a pas été immédiatement déchiffré. Mais c'est vraiment longtemps après qu'on s'est rendu compte que c'était certainement dû à un harcèlement dont elle était victime à l'école. Parce qu'à la rentrée, tu commences l'école normalement. Naturellement, on a envie de t'offrir la plus jolie robe, le plus beau sac, la plus belle gourde. Et en fait, au bout d'un mois, on se rend compte qu'elle troque son sac contre le sac de riz de 5 kilos là, et sa gourde contre les bouteilles d'eau vide. Mais personne ne comprend et elle dit qu'elle préfère ça. Alors que, en fait, elle a ce que les autres envient. Donc justement, parce qu'on lui envie ça, elle n'a pas la vie facile. Donc elle est obligée de se fondre dans la masse pour être tranquille. Sinon, ça ne passe pas. Ça passe pas. Et je vais raconter quelque chose. Je profite de saluer mes camarades de première, la première âge, en première A. Ça m'est venu quand madame parlait de ne plus vouloir suivre un cours. L'amour des mots, c'est une histoire d'amour depuis la tendre enfance. Depuis que j'étais gamin, j'adorais la mode. Et plus j'avançais dans la vie, plus ça s'accentue. Et je suis émotionnellement ému quand je parle de ça. Parce que c'est quelque chose qui est vrai et que les gens ne prennent pas au sérieux, le harcèlement, en fait. C'est ça. J'avais mon professeur de maths en première année, en première au lycée, qui... J'étais pas du tout bon en maths. Mais genre, je m'habillais bien, j'arrivais en classe, tout ça. Et il n'arrêtait pas, genre, de l'harcèlement verbal. Il n'arrête pas de dire, continue, tu penses que c'est dans la mode que tu vas réussir, tu penses que si, tu penses que ça. À un certain moment, je ne suivais plus ses cours. Tu lui as dit que tu es le directeur de la Waga Fashion Week? Je ne sais pas, c'est un Congolais, je ne sais pas là où il est aujourd'hui, mais j'aimerais le voir. Je suis aujourd'hui le directeur de la Waga Fashion Week, je suis dans la mode et j'en vis bien. Exactement, s'il me regarde, voilà Stéphanie, tu as passé le message, mais honnêtement, je ne partais plus en cours, surtout les cours de maths. Je ne partais plus parce que le monsieur, il n'arrêtait pas de m'insulter, de me dénigrer et de m'harceler verbalement vis-à-vis de en face de tes camarades. Donc, du coup, c'était insupportable. Comment tu peux dire à une personne qui a des ambitions, qui a une vision, simplement parce qu'il n'excelle pas dans quelque chose, qu'il sera un raté dans la vie, qu'il ne va pas réussir? Comment on peut le dire? C'est ça. À un adolescent. C'est vrai que à cet âge-là, c'est tout ce qui vient... Au moment où tu essaies de te construire. Et c'est traumatisant. Exactement. Oui. Et je me dis que c'est ça qui m'a amené à me spécialiser dans l'accompagnement des enfants. Pour dès l'enfance, travailler à ce qu'ils aient une estime d'eux-mêmes vraiment infaillible. Parce que les gens seront toujours là à vous casser. Les gens seront toujours là à dire que vous n'allez pas réussir dans tel ou dans tel domaine. C'est ça. Et un enfant, facilement, il accepte
Et surtout quand ça vient du parent, vous imaginez un peu. Ouais. C'est vrai que c'est drôle. Tu connais le film d'animation Aya de Yopougon? Oui, oui. Tu vois la scène avec Hervé où il dit que son oncle dit qu'il est très nul. Et puis la fille qui demande, et tu crois ça? Que mais oui, c'est mon oncle s'il le dit, c'est que c'est vrai. C'est banal comme C'est ça, banal, mais c'est vrai qu'il y a des enfants qui l'intègrent et qui Oui. considèrent que bon, si papa, si tonton, si tanti ou si maman l'a dit, C'est que c'est c'est que je vrai. suis nulle. Mais l'ambition souvent des parents ou de l'enseignant, par exemple, quand je prends le cas de Alex avec son professeur de maths, son objectif, c'est pas de le détruire. Non. Est-ce que ça part pas d'une bonne intention? Est-ce qu'il ne se dit pas, il faut le choquer pour le ramener sur le chemin? Que lui, il estime être le bon. Oui, lui, il estime que c'était peut-être la meilleure manière de le choquer pour qu'il réagisse face aux mathématiques. Mais c'est une erreur, parce qu'il ne connaît pas son type de personnalité. En lui disant ça, Alex, c'est bien son nom. Oui, c'est Alex. Il n'a plus voulu suivre le cours de maths. Mais un autre élève aurait pris ça comme un défi. Oui. Montrer à ce professeur que oui, je vais bien m'habiller. Et je m'habillerai toujours bien, mais je serai le meilleur en mathématiques. Au fait, il faut arriver à comprendre l'enfant, arriver à savoir qu'est-ce qu'il faut dire à tel ou à tel enfant pour l'amener à réagir de façon positive. Parce que ça part de la meilleure intention, mais tu rates ton coup. Tu rates Et ton- après, tu dis que c'est l'élève alors que ça vient peut-être Ça vient de toi. Et ça, mais un professeur comme ça, comment on fait en sorte qu'il se rende compte? Si sur une classe de 40, sa méthode marche avec 39, comment il comprend que c'est lui qui a une mauvaise méthode et pas le seul élève avec qui ça ne marche pas, qui n'est pas dans... Ça sera difficile pour lui de comprendre cela, tant qu'on ne lui fait pas la remarque. Ok. Ah oui. Donc, le cas de Alex, je reviens encore sur ça. Peut-être qu'il n'a même pas parlé. Peut-être qu'il ne lui a même pas dit. Peut-être que ses camarades même n'ont rien dit. Donc, ce professeur, comment est-ce qu'il va se il ne remettre s'est même pas en cours? rendu compte Il qu'il s'est a même créé pas quelque rendu- chose. Oui. Et C'est il bien. va continuer à le faire. Et vous imaginez combien d'enfants il va détruire avec cette méthode qu'il, lui, il estime bonne. Ouais. Parce qu'en ne voyant plus cet élève en classe, il se dira peut-être de toutes les façons, il n'aimait pas les maths. Il n'aimait pas C'était les un maths. raté en maths, ça ne m'étonne pas qu'il ne vienne Ah plus. oui. Il ne va pas se dire que c'est lui qui l'a chassé de son cours. Il ne se mettra jamais en cause pour cela. Waouh. Et c'est Et le oui. danger. Et des années à répéter Ouais. la même chose. Exactement. Encore et Ouais. encore. Et des personnes censées être des modèles, des exemples, des motivateurs pour des jeunes. Et ne sachant pas, ils passent leur temps à détruire. Exactement. Les gens. Et le pire, c'est qu'il ne s'en rend pas compte. Exactement. Parce que s'il se rendait compte, il ne le ferait plus. En se disant que s'il est dans l'enseignement, c'est pas son Peut-être qu'ils ne le feraient plus, peut-être Et qu'ils peut- vont ouais, continuer parce peut-être, qu'ils estiment exact. que leur méthode est la marche. meilleure. C'est vrai. C'est vrai qu'il y en a qui diront ça, c'est comme ça marche. Ouais. Mais c'est vrai que on essaie de comprendre ce qui peut amener une personne à se mettre à agresser physiquement, verbalement une autre personne en face. Ça peut être son semblable, c'est-à-dire élève. Ça peut être quelqu'un d'inférieur, c'est-à-dire un enseignant ou quelqu'un de l'administration. Mais j'ai découvert dernièrement que ça peut prendre une autre forme. Des élèves vers les enseignants. Ah oui. Oui, Je ris parce que j'ai été témoin de ça aussi. Ah, en d'accord. classe de première, comme Alex. On avait un professeur Oui, d'anglais, Oui. une charmante dame, d'accord. très jeune. Ah. Donc, il y a mon voisin de classe qui, un jour, m'a dit que, ah ouais, je vais séduire cette dame-là. Et à un moment, la dame était mal à l'aise face à lui parce qu'il avait ce regard-là. J'imagine. Il a décidé. Oui, il a décidé de la troubler. Il a décidé. Aujourd'hui, j'en ris parce que je comprends un peu les conséquences de cela. Mais je ne sais pas si elle s'est rendue compte ou pas. Ce qu'elle a su, elle n'a pas terminé l'année avec nous. Ah, Non, jusqu'à ce point. Ah ouais. ben on ne se rend pas compte. Est-ce que tu te rends compte, toi, Alex? Ce sont tes élèves. Et un qui décide qu'il ne sera pas un élève. Non. C'est ça, en fait. C'est le très truc. difficile. Et souvent, ça
c'est comme elle l'a dit, elle n'a pas terminé l'année, peut-être que c'est pour ça, peut-être pas. Peut-être pas. Mais peut-être que ça peut détruire une carrière. Parce qu'une institutrice ou une enseignante comme ça pourra dire finalement, en fait, je ne suis pas faite pour l'enseignement. Surtout en plus quand on connaît de quoi ça peut prendre l'air, une révolte d'adolescents. Exactement. C'est quelque chose. Hein. Moi, je me rappelle, notre professeur de SVT, c'était pareil. Il y a des garçons qui avaient tendance à se moquer d'elle, mais en l'envers. C'est-à-dire, quand il la couvre de compliments, c'est pour éclater de rire quand elle bouge. Mais bon, j'ai envie de dire, heureusement pour elle, ça n'a jamais été en face d'elle. Mais le truc, c'est que toute la classe sait. C'est-à-dire que quand ils se mettent à la complimenter, tu sens que chacun se retient pour ne pas rire, parce que c'est l'inverse, en fait, qu'ils font. Et c'est souvent pour se défendre que les professeurs finissent par être violents, à taper du poing sur la table, à dire non, nous ne sommes pas camarades, vous êtes là pour recevoir de moi. Et il y a des profs qui se défendent et qui malheureusement ensuite se défendent contre ceux qui ne les agressent pas. Et ça donne ce qu'Alex a vécu. Puisqu'il n'a plus d'élèves qui l'agressent en face, mais c'est la méthode qu'il a appris à mettre en place pour pouvoir avancer. Et c'est quand même énorme. Mais comment on reconnaît une victime du harcèlement? Et il y a des signes qui ne trompent pas. Généralement, et puis ça dépend de l'âge aussi de la victime. Ok. Quand c'est un adolescent, il peut ne plus vouloir aller au cours. D'accord. Il peut se renfermer sur lui-même. Ok. Il peut devenir colérique. Il peut devenir agressif aussi. D'accord. Il peut même avoir des partenaires sexuels multiples. Ok. Oui. Tout ça? Tout ça, les conséquences sont énormes. Donc, si nous, parents, on observe beaucoup nos enfants, et le danger aussi, c'est que beaucoup de parents ne connaissent pas leurs enfants. Exactement. C'est ça. C'est ça. On n'a malheureusement pas souvent le temps d'être avec eux. Donc, il y a certains signes qu'on n'arrive pas à percevoir très tôt. Et l'enfant se renferme sur lui-même jusqu'à un certain niveau maintenant. On crie au secours. Donc, quand vous avez avec vous un élève qui décide de ne plus suivre certains cours, demandez-lui pourquoi. Et avant ça, il faut vraiment avoir une bonne communication avec son enfant. Rassurer l'enfant que quel que soit ce qui va se passer dehors, en classe ou dans la rue, je suis toujours là, tu peux venir me raconter. Et l'enfant, il vous testera toujours. Il commencera peut-être à vous raconter des histoires banales pour voir votre réaction. Et si vous vous mettez à le culpabiliser, quand les choses sérieuses vont se présenter, ou si c'était peut-être pour vous préparer, pour vous raconter ce qui c'est sa douleur, il ne le fera plus. Ça ne va plus venir. Ça ne va plus venir. Exactement. Ouais. Donc, il faut que les parents apprennent à écouter leurs enfants. Parce que c'est vrai qu'en tant que parent, par exemple, le cas d'avoir de multiples partenaires sexuels pour justement supporter ce harcèlement dont on est victime, un parent qui est face à un tel comportement de son adolescent, on est en Afrique, je pense que la réaction, 8 fois sur 10 risque d'être... La chicotte. C'est ça, en fait, le oui, truc. oui. Et pourtant, ça peut être un appel au secours. Oui. Et généralement, si c'est les filles qui le font, c'est qu'elles ont même été victimes physiquement d'abus sexuels. Ok. En position de victime où on m'a forcé, elle peut avoir des multiples partenaires sexuels pour dire que là maintenant je décide de ma sexualité, je décide de dominer et tout ça dans l'intention d'oublier. Ok. Mais le pire c'est qu'elle n'oubliera pas. Justement. Elle n'oubliera pas. Et tant qu'on n'arrive pas à dépasser le traumatisme, ça va rester là. Ça va rester. Et ça va se répercuter même sur la vie de foyer plus tard. Ok. Elle peut être là à un moment à multiplier les partenaires sexuels. À un autre moment, elle va être là à refuser même son mari. Je dirais, il y a des plaies qui n'ont pas été soignées, en fait. Ah oui. Il y a des plaies, durant, il y a des trucs, sont des casseroles que tu trimbales toute une vie. Et à un certain moment, si on ne te décharge pas de ce poids, ça va affecter jusqu'à, oh là là, en fait. Ah oui. Mais est-ce que nous, dans notre société, même, on accepte le... Au-delà de que la victime ne le dise pas, est-ce qu'on accepte de reconnaître que c'est un problème, un harcèlement? Il y en a qui le reconnaissent, il y en a qui ne le reconnaissent pas. Ok. Oui. Et il y en a même, la victime même peut avoir le courage d'aller en parler aux parents Ok. qui vont la menacer de se taire.
Parce Ça, que je les pense parents trouvent que c'est honteux que la société soit au courant que ma fille a été victime d'une agression sexuelle. Donc, on préfère deux fois taire ça. Ça reste en famille. Faut pas, on va savoir que non, tu as perdu ta virginité, par exemple. En oubliant que c'est un traumatisme que la personne cette porte. dernière a subi et qui va la suivre toute sa vie si on ne lui apporte pas l'aide dont elle a besoin. C'est Exactement. ça. Donc, c'est bien beau de vouloir protéger les apparences, mais sans en parler, il faut quand même prendre en charge la personne qui est oui. victime. Et il y a un artiste, en fait, qui a, justement, quand tu as parlé des cas de suicide, qui a fait un titre sur ça, et, par rapport justement au harcèlement et comment ça peut prendre des proportions énormes. Et là, on n'est pas dans du harcèlement sexuel, hein, mais juste verbal. Exactement. Enfin, même pas, je ne sais pas si on peut le dire verbal, mais par commentaires interposés sur les réseaux sociaux. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais les réseaux sociaux, ça donne une certaine proportion au harcèlement. Ah ouais. C'est énorme. Ouais. Une photo avec 100 commentaires méchants et elle n'a plus envie que quelqu'un la voie. Exactement. Moi, je connais une comme ça, justement, par rapport à son poids. Elle a tellement reçu de commentaires qu'elle ne voulait plus aller à l'école. Mais elle ne pouvait pas ne pas aller à l'école. Donc, elle est au fond de la classe, elle ne participe pas au concours, elle sort après tout le monde, elle rentre avant tout le monde, et quand elle est à la maison, elle ne sort jamais de sa chambre. Son estime de soi a été touchée. Comment on fait pour la sortir de ça? Il faut lui donner de l'aide. Il y a des spécialistes qui sont là. Il y a des psychologues, il y a des coachs qui sont là. Il faut une aide. Sinon, elle restera dans cet état-là. Jusqu'à ce que, par exemple, peut-être qu'elle prenne conscience à l'âge adulte, qu'elle-même, elle décide de se trouver de l'aide. Mais sans aide, elle restera là. Vous allez voir des dames d'un certain âge qui refusent de prendre la parole en public. Ouais. Et si vous fouillez dans leur enfance, peut-être en classe de CP2, elle a prononcé un le à la place d'un la. Et les élèves, les autres se sont moqués d'elle. Qu'est-ce qu'elle dit maintenant? Je n'ouvre plus ma bouche. Exactement. Parce que quoi, il y a eu ce traumatisme. Elle a peur de revivre cet événement traumatisant. Et la solution, c'est quoi? C'est le repliement sur soi. Je ne donnerai plus l'occasion à quelqu'un de se moquer de moi. Donc, En ne prenant pas la parole. Oui, Tranquille. tranquille. Je suis dans mon coin, toujours derrière, jamais devant. Même si j'ai beaucoup de choses à dire, je préfère chuchoter à l'oreille de quelqu'un Qui va le dire. On aura tout le temps l'impression que tout le monde sait tout mieux que Ah toi. ouais. Mais c'est pas grave, on ne se moque pas de moi, je le vis bien. Ah ouais. Et c'est vrai qu'il y en a qui peuvent vivre toute une vie effacée comme ça. Mais justement, quand tu vis effacée, et genre jusqu'à peut-être même à l'âge de la retraite, est-ce qu'on peut encore corriger ça, si c'est un traumatisme qui date On de peut l'école corriger, primaire? on peut corriger parce que tant qu'on vit, il y a toujours la solution. On peut toujours corriger. Même jusqu'à la retraite, j'ai une fois suivi un documentaire avec le coach Ezekiel, on surnomme ça le vieux chinois. D'accord. C'est peut-être à l'âge, je ne me rappelle pas très bien, mais c'est à l'âge de 70 ans qu'il a décidé d'être mannequin. Ok. Comme quoi? Comme quoi, ce n'est jamais pas de vivre son rêve. Alors que dans l'univers de Alex, là, les gens sont périmables. Oui, Bien, à 25 ans, tu n'as plus de carrière. À 25 ans, mannequin. Mais peut-être qu'il faudra revoir ça avec des tenues adaptées à cet âge-là. Tout à fait. Et j'ai envie de dire que, est-ce que beaucoup de formes de harcèlement ne trouvent pas leur source dans l'univers de la mode? C'est vrai que l'univers de la mode, je dirais... Bon, il y a de l'harcèlement dans tous les secteurs. Hein, Parce que je veux dire, vous êtes... Enfin, quand je dis vous, je parle de manière l'univers de la globale, mode que de ça façon soit en générale. Afrique, en Europe, aux États-Unis. Que ce soit la mode, ce sont les mêmes médias, réalités. ou- Honnêtement, c'est- partout dans le monde, le monde de la mode, c'est un seul monde. Que tu Oui. sois en Afrique, en Europe, partout, ce sont les mêmes réalités qui Et, c'est- existent. hein. et j'ai envie de dire, c'est une grosse source de création de complexes.
Exactement. Je suis pas assez grande, je suis pas assez belle, je suis pas assez fine, mes jambes sont pas assez ci, mes bras sont pas assez ça, mon cou n'est pas assez ci, mes cheveux. Je suis vieux ou vieille déjà. Oui. Parce qu'à partir de Je suis 22 trop- ans, les mannequins voilà. commencent à avoir peur. Parce que Ben il leur reste, pour les vrais mannequins, je ne parle pas pour les vrais mannequins qui voyagent, qui sont tout en 2 avions, à partir de 24-25 ans, tu ne peux plus rien faire. Tu deviens une has-been, si je peux le dire ainsi. C'est pas évident. Coach. C'est pas évident, je reconnais. Je reconnais que c'est pas évident. Je reconnais que c'est pas Heureusement, merci Naomi Campbell. évident. Merci, mais honnêtement, il y a Naomi Campbell, il y a Cindy Crouchford, ce sont des mannequins Ben oui. qui ont. Le vieux essaient de chinois, relancer, merci beaucoup, le le vieux vieux chinois. qui relance, mais ça n'a pas de raison d'être. Ça n'a pas de raison d'être. Ce sont des codes qui sont là, mais je peux dire cet harcèlement, il n'y a pas de justification pour aucun harcèlement. Mais ça, il y a un code de travail qui est présent. Il faut répondre au code. Il faut Non, mais en répondre fait, quand au je dis, code de c'est pas travail. tant que vous faites du harcèlement, mais je veux dire, parce que justement, quand on est ado, quand on est au lycée ou au collège, on a tendance à s'identifier à des visages connus qui, en général, sortent de l'univers de la mode ou de l'industrie culturelle, La musique, qui répondent le à cinéma, certains tout codes ça. de la mode. Parce qu'on a beau être dans le cinéma, un casting, ça répond à des codes. Dans la musique, quand on atteint un certain niveau, il y a un standard et une image à vendre qui va avec. Sur on va dire sur les magazines, en première de couverture, en général, les photos sont retouchées pour répondre à certaines normes. Mais l'adolescente, la jeune fille ou le jeune garçon qui se trouve à l'école, qui regarde ça, qui se regarde, Ou je dirais, ou le jeune garçon qui va peut-être Jay-Z sortir avec Beyoncé, et il y a une belle fille dans son lycée, va vouloir harceler cette demoiselle pour vouloir sortir. Ou alors, il avec- va justement se dire, j'ai mes chances, et elle va lui dire, tu t'es pas regardé. Et finalement, justement, il va se mettre à se regarder, à se déprécier et à Exactement. ne plus oser approcher une fille. Hop, hop. Cette année même, j'ai eu ce cas. Une de mes coachées, elle m'a dit, coach, les histoires d'amour ne sont pas pour moi. J'ai dit, mais pourquoi c'est pas pour toi? Qu'elle est grosse. Ah. Comme elle est grosse, l'amour n'est pas fait pour elle. J'ai dit, mais pourquoi? Que non, que quand elle regarde les films romantiques, les ci, les ça, celles qui vivent le parfait amour sont bien taillées, elles sont minces. Elles sont toutes fines. Elles sont toutes fines. Lui mais aussi, elle, les grands comme ça, beaux, comme tout ce qu'il faut là où il ah faut. oui. J'ai dit, mais Comme si non. c'était comme ça dans la vraie vie. Donc, on a travaillé beaucoup d'abord pour qu'elle ait l'amour pour elle-même. Ouais. Qu'elle élève son niveau de confiance en elle-même et qu'elle apprenne à s'accepter telle qu'elle est. Et le résultat était fabuleux, vraiment. super. Puisqu'elle avait beaucoup de complexes, qu'elle n'aimait pas ses jambes, elle n'aimait pas ses yeux. Il y a beaucoup de choses. Et tout ça, c'est quoi? C'est parce qu'on lui a dit. À un moment ou à un autre, un commentaire. Et tu acceptes. En fait, il y a des commentaires, c'est genre, hey, ta tête là. Oui. Et toi, tu acceptes. Et tu Le finis par dire, commentaire mais a de l'impact sur toi si tu l'acceptes. c'est ça. Mais en Deux général, fois, quand on est je enfant- plaisante avec les jeunes en disant, je dis, moi, il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui va me dire que ah ouais, tu es vilaine et je vais accepter. Je dis non, je suis belle. Même si tu me trouves vilaine, c'est ton point de vue. Je dis, il faut que les enfants, il faut qu'on amène les enfants à arriver à là, à s'accepter tels qu'ils sont. De toutes les façons, qui a choisi sa tête ou ses yeux? Ça nous a été imposé. Donc, il faut qu'on aide nos enfants à accepter cela. Ce que tu ne peux pas corriger, tu ne peux pas aller rentrer dans un moule, faire sortir une autre tête. C'est ça. Ta tête, elle est ta tête, Elle elle est là. sera Bon, toujours c'est- ta tête. On nous dira aujourd'hui qu'avec la chirurgie esthétique, Esthétique, oui. les Alex là vont changer tout. Sinon, si c'est naturellement sans chirurgie esthétique, je dirais que c'est pratiquement Mais même la impossible. chirurgie esthétique, elle a. Je ne pense pas ses qu'elle puisse conséquences, changer elle a le ses crâne. conséquences. Elle a ses limites. Ouais. Tout ça. Ouais. C'est ça. quoi. Donc, a priori, enfin, même si on change, il y a un témoignage, il y a Ouais. des photos, il y a des images. Oui, Ton passé oui. existe, a existé. Et si tu n'es pas en paix avec ce passé-là, comment tu avances? Difficilement. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de... J'ai envie de dire, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui évoluent dans l'univers des enfants, des tout petits comme des moins petits, hein,
et qui se rendent compte des conséquences du harcèlement, qui arrivent à déceler les victimes de harcèlement ou même des harceleurs qui, en fait, en réalité, en sont victimes et le démontrent en agressant en face. Est-ce qu'il y en a, que ce soit des instituteurs, des moniteurs, des enseignants qui apprennent à le voir et à composer avec? Ceux qui ont l'information arrivent à détecter cela. Ok. Et ils peuvent même interpeller les parents en disant que non, ton enfant se comporte de telle ou de telle façon. Il faut voir, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe à la maison ou bien avec ses camarades? D'accord. Oui, il faut avoir l'information pour pouvoir détecter ces cas. Mais si on n'a pas l'information, si on ne connaît pas son enfant, on ne connaît pas son élève, c'est très difficile de le savoir. Très difficile. En tout cas, donc, si on a un élève qui a un comportement qui change du tout au tout, par exemple, une première de la classe qui se retrouve avec un 8 de moyenne, il faut chercher à on se comprendre. pose des questions. C'est pas parce que... Mais l'excuse facile ici, en général, quand on a affaire à des ados, ici c'est une fille, elle doit avoir un petit copain. Ouais. Elle n'est plus concentrée sur les études. Et pourtant, ça peut être plus profond que ça. Tout à fait. Ouais. Donc, et chez vous, vous accompagnez les personnes qui viennent volontairement vers vous? Est-ce que c'est Si c'est les enfants, un enfant n'est jamais venu volontairement Ouais, chez moi, j'imagine. jamais. Donc, quand je dis volontairement, les parents? Oui, c'est ou les est-ce qu'il y parents. a des établissements qui vous font appel? Pour le moment, non. Il y a seulement une école que j'interviens où je donne des formations sur la confiance en soi, sur l'estime de soi. Sinon, c'est de façon volontaire. D'accord. Oui. Et des fois, ce qui m'impressionne, c'est quand un parent amène son enfant, tu demandes qu'est-ce que l'enfant a. Il te dit non. Je veux juste, coach, que vous accompagnez mon enfant à avoir ci et ça. Moi, ça m'a toujours impressionné parce que généralement, c'est quand les parents remarquent Qu'il y a un un souci. comportement, voilà, qu'ils amènent leur enfant. Mais quand quelqu'un même voit l'importance du coaching dans la vie de son enfant et décide de le faire accompagner, moi, ça m'a toujours, Ah bah, c'est sûr. oui, donné Ah bah, c'est quelque sûr. chose. Oui. C'est sûr, parce que quand on sait dans quel monde on vit, Ouais, c'est important en fait de préparer les enfants à ça. justement. Parce qu'on est quand même dans un univers d'adversité. Tout à fait. Aujourd'hui- qui va je dirais, de plus en plus dangereux. C'est ça. Et les enfants sont de plus en plus conscients, de plus en plus intelligents. Je ne dis pas que les autres n'étaient pas intelligents, mais ils sont de plus en plus éveillés. Ben oui. Oui. Ils comprennent certaines choses, ils arrivent à analyser, à interpréter Ils se rendent compte vite. vite. Ce que vous pensez qu'un enfant n'a pas compris, il l'a compris, intégré. Une fois, il y a une dame qui m'a dit que j'ai dit à ma petite, viens. Elle voulait lui donner des conseils par rapport à la vie sexuelle. J'ai dit que maman, tu es en retard. Il y a longtemps, je connais ça. Au fait, des fois, on ne se rend pas compte que nos enfants grandissent, quoi. Oui. On les voit toujours bébé, Petit, bébé, oui. alors que Et bon, c'est ça. si vous ne donnez pas les informations qu'il faut à temps, l'enfant ira chercher ces informations. Ça, c'est sûr. Ouais. Mais au moins qu'elle dise, tu es en retard, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui est là. Et c'est Ouais. déjà bien. Ouais. Sinon, elle t'écoutera catholiquement. Elle va dire, OK, tu as fini. D'accord, j'ai compris. Alors que peut-être ce qu'elle sait ou ce qu'elle a entendu n'a rien à voir avec ce que C'est tu lui ça, dis. c'est ça. Et le danger serait qu'elle n'essaie pas de comparer les deux. Ouais. Et ça devient grave. Donc, j'ai un cri de cœur à l'égard des parents. Travaillez à ce que vos enfants soient vos amis. Être ami avec son enfant n'enlève en rien notre autorité parentale. Au contraire. C'est vrai. Parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer dans la vie de l'enfant. On ne sait jamais sur qui l'enfant va tomber. C'est ça. Ça peut être un camarade, ça peut être un enseignant, ça peut être un voisin, ça peut être un membre de la famille. Mais si on est amis, l'enfant viendra vous dire. Tout à fait. Ça, c'est vrai. Et c'est vrai que... Vas-y, Alex. Non, moi, j'ai une question pour coach. Genre, depuis votre carrière, est-ce qu'il y a une histoire qui vous a marqué et jusqu'aujourd'hui, ça vous revient toujours en tête avec un enfant, une situation? Du harcèlement. Oui, de harcèlement, un truc, ou bien de manière générale avec les enfants. De manière générale, l'année surpassée, il y a un monsieur qui m'a amené son enfant en me disant que l'enfant a la maladie des enfants qui s'évanouissent dans les écoles. J'ai dit, OK. C'était au téléphone. J'ai dit, je ne prends jamais un enfant en coaching
sans avoir une discussion avec le parent. Il dit que lui n'a pas le temps, rentrer par-ci, rentrer par-là. Il a envoyé sa femme avec l'enfant. J'ai dit non, c'est votre mari qui m'a contacté. C'est lui que je veux voir. Il est venu. Il a commencé à me raconter sa vie, tout, on en a parlé. Et quand j'ai reçu l'enfant, quand j'ai commencé les séances avec l'enfant, je me suis rendu compte que l'enfant n'avait aucune maladie. Mais l'enfant avait une peur terrible de son père. Je lui ai demandé, j'ai dit, mais pourquoi tu as si peur de ton père? J'ai dit, il est ton père. Que oui, mais lui, elle a peur de son père. À un moment, j'ai cru que peut-être elle avait été agressée par son père, mais non. Elle a été témoin d'une situation avec son père. Et ça l'a traumatisée. Et moi, jusqu'à aujourd'hui, quand je pense à cette histoire, ça me fait quelque chose au cœur. Ben oui. Ah Au oui. point où elle a une peur de son père. Et sa qui maman l'amène à dit que s'évanouir. dès qu'elle entend le bruit même du véhicule de son père, elle devient une autre personne. Mais maintenant, par la grâce de Dieu, ça va. Super. Ça va très bien. Et elle avait quel âge à peu près? Elle avait 14 ans. D'accord. Elle avait 14 ans. Waouh. Oui. Son père, puisque je leur ai donné des exercices, j'ai dit, monsieur, si vous voulez que votre fille aille bien, il y a des choses qu'il faut faire avec elle. Donc, bon, en temps, ils ont commencé à aller au glacier, tout. Chose qui m'a dit à notre rencontre que lui ne le fera jamais. Ok. J'ai dit, Le mais bon vous parent allez le africain, faire, quoi. monsieur. J'ai dit, vous allez le faire. Et j'ai dit, pourquoi? J'ai dit, est-ce que vous savez pourquoi vous allez le faire? J'ai dit, vous allez le faire parce que vous aimez votre enfant. Si vous m'avez contacté, c'est parce que vous voulez le meilleur de votre enfant. Donc, il faudra suivre ce que je vais vous dire. Je ne suis pas une conseillère, mais il y a des exercices que je donne que vous devrez le faire. Ouais, tout à fait. Et il a accepté, il s'est inscrit dedans, mais aujourd'hui, ça va. Il ne regrette pas. Il ne regrette pas. Heureusement. Et du coup, cette fille-là, on aurait pu penser qu'elle avait un problème à Ah l'école, oui. alors que c'était juste une situation qu'elle a vécue et Ah qui oui. reste dans sa tête et qui l'amène à créer une barrière avec ses parents. Et c'est clair que dans une situation comme ça, difficilement, tu vois des symptômes de harcèlement. Ah oui, Tu ne peux pas le voir parce que de Tu toutes peux les pas. façons, elle fuit ses parents. elle fuit. Donc, on ne peut pas savoir. Donc, imaginez un enfant qui, à la maison, fuit ses parents et qui, à l'école, n'est pas en paix. Ça donne de l'abandon scolaire. Ah oui. Personne ne comprend. Personne. Et en général, on a tendance à vouloir jeter la pierre sur l'enfant. Bon, Exactement. on aurait dû avoir un invité un peu plus spécialisé pour nous dire ce que la loi prévoit en cas de harcèlement, où est-ce que les victimes peuvent aller se plaindre, est-ce qu'il y a des sanctions qui sont prévues. Mais malheureusement, faute de calendrier, il n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui. Qu'à cela ne tienne, on a eu la chance quand même d'aborder l'aspect psychologique de la chose, qui est très important. On se rend compte que il ne faut pas juste jeter la pierre sur les bourreaux, parce qu'en fait, souvent, un bourreau cache une victime. Ah oui. Et il faut savoir le lire, prendre le temps de s'intéresser à chacun des enfants qui présentent un comportement qui est changeant ou qui est inhabituel. Je n'ai pas envie de dire normal, parce que la norme est définie par rapport à quoi et par qui. Donc je vais juste dire qui n'est pas habituel, qui est changeant, qui ne ressemble pas à ce qu'il montrait en temps normal. Ça doit mettre la puce à l'oreille, ça doit tirer la sonnette d'alarme. Que l'on soit spécialiste ou pas, si on apprend à le voir, on peut éventuellement faire intervenir des spécialistes. Ah ouais. C'est très important. Il nous reste 2 minutes d'émission. Est-ce que Awa a un dernier message pour tous ces parents, pour tout ce personnel enseignant, pour tous ceux qui évoluent dans l'univers scolaire et des enfants, pour qu'à la fin de cette année, qu'on se dise ça a diminué, ou ils ont eu conscience, ou ils ont fait plus attention, ou ils ont mieux vu? Je dirais aux parents, d'abord, j'insiste là-dessus, d'apprendre à connaître leurs enfants, d'apprendre à les écouter, à mieux les écouter, et de les rassurer que, quelle que soit la situation, ils seront toujours là pour eux. Je dirais aux enseignants d'apprendre également à connaître leurs élèves, à les observer. Et dès qu'il y a un comportement changeant, de chercher de l'aide, d'interpeller les parents qui, eux, à leur tour, doivent chercher de l'aide où il faut. Maintenant, nous avons vraiment la grâce dans notre pays d'avoir des spécialistes dans les différents domaines qui peuvent être une solution
à toutes ces victimes-là, que ce soit de l'harcèlement au niveau physique ou verbal ou comportemental, il y a toujours de l'aide, il y a toujours une solution. Et c'est important de demander de l'aide Ouais. quand c'est encore possible. Ne pas laisser les choses s'envenimer. Alex? Non, juste réitérer mes encouragements à tous ces élèves. Je sais, il y en a plein qui se sentent très mal dans leur peau, mais qui ne l'expriment pas. J'espère qu'ils trouveront une oreille qui pourra les écouter, que ce soit celle de leurs parents, idéalement. On espère que ce soit les parents. Sinon, qui ne se découragent pas en tant que j'ai été victime de ces harcèlements, je m'en suis assez bien sorti, je peux dire, et qu'ils ne désespèrent pas, qu'ils continuent à espérer, soyez forts, restez positifs, et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir vous en sortir, en fait. Et aux parents, comme notre coach nous l'a dit si bien, soyez les amis de vos enfants. C'est très important, soyez les amis de vos enfants. Ouais, c'est très important. Alors, aujourd'hui, on a reçu coach Awa Miningo. Elle est psychologue de formation, coach en psychologie positive certifiée depuis 2018. C'est bien cela. Donc, coach pour les enfants dès l'âge de 6 ans, donc pour les aider à développer une personnalité et une estime de soi. Directrice du cabinet Lucy's Light, donc, qui est un cabinet de psychologie, de coaching et de formation. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un contact pour tous les parents et même le personnel enseignant qui se disent « Tiens, j'aimerais bien avoir des notions sur ça pour pouvoir voir et comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez mes élèves ». Ok. Vous pouvez me joindre sur le 74 00 76 77. 74 00 76 77. D'accord. Ou le 79 12 37 93. Merci beaucoup. Et Lucy's Light est située où? Et à Dassasgo, Ok. pas loin du Saint-Viateur. Ah, super. En tout cas, merci beaucoup. Donc, c'était notre sujet aujourd'hui. On espère qu'on aura contribué, à défaut de vous apprendre quelque chose, peut-être de vous rappeler quelque chose, d'attirer votre attention sur un point qui est très important. Pour tous les élèves qui nous regardent, qui ne se sentent pas forcément bien dans leur peau, comme Alex l'a dit, c'est pas forcément facile les années scolaires, mais on y arrive. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, trouvez quelqu'un à qui parler. Ne gardez pas cela pour vous-même. Si vous avez besoin d'aide, il y a forcément une personne en face qui peut vous entendre, vous écouter et vous aider. Ça peut être un parent, ça peut être un enseignant, ça peut être quelqu'un de l'administration de votre école. Trouvez la bonne oreille qui vous viendra en aide. Mais surtout, ne vivez pas cela seul. C'est très important. À la semaine prochaine avec d'autres sujets, d'autres invités. Prenez grand soin de vous. Au revoir.